Solidarité Internationale, c'est une ONG humanitaire, plutôt urgentiste dans les caractères, si on peut qualifier les différentes associations humanitaires françaises. Nous avons 40 ans d'existence, une expertise très forte en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. On est reconnu par nos pairs et nos bailleurs pour ces questions. On n'intervient que très récemment sur le territoire français et pour l'instant exclusivement sur le territoire hexagonal. Nous avons, du coup, au moment de la crise sanitaire, décidé d'intervenir aux côtés de nos confrères qui sont aussi présents sur le territoire français pour voir s'il y avait des besoins en accès à l'eau. Et est-ce qu'il y en a effectivement, il y en a beaucoup et on avait pas mal sous-estimé le phénomène, je crois, de notre côté. Et c'était vraiment un constat pour notre part. Aujourd'hui, nous intervenons sur plusieurs zones donc, de France métropolitaine, sur les questions d'accès à l'eau pour les publics non raccordés, essentiellement personnes en situation de rue ou de sites, qui habitent dans des sites d'habitat précaires tels que les bidonvilles ou les squats. Et nous accompagnons les autorités locales compétentes en matière d'accès à l'eau et également de prise en charge des publics les plus précaires autour de solutions d'accès temporaire, mais sécurisées et dignes pour ces personnes. Voilà pour un peu l'introduction. Moi, je suis la chef de mission pour SOL, du coup, en France. Ce qui nous a interpellés rapidement, c'est effectivement le manque de données sur l'outre-mer. Et du coup, c'est pour un peu comprendre un peu mieux ce qui s'y passe à l'automne dernier, je me suis rendue avec deux autres collègues qui sont beaucoup plus experts et techniciens des questions d'accès à l'eau et à l'assainissement sur le territoire de Mayotte pour rencontrer les acteurs associatifs et institutionnels qui œuvrent pour une amélioration de la situation sur place. Effectivement, la question des données, elle est réelle et particulière sur l'outre-mer, mais je ne crois pas qu'elle soit qu'il y ait un enjeu normatif particulier sur l'outre-mer. Je vais m'expliquer un peu plus. Je pense que de toute façon, la question de l'accès à l'eau, de la définition d'un accès digne en France n'existe pas en matière réglementaire. Elle existe d'un point de vue qualitatif. On a énormément de normes qui peuvent définir cela. Et les directives cadres européennes encadrent ça très bien et puis sont transcrites en droit français. Mais il n'existe pas de définition claire de ce qu'est un accès en termes de quantité, un accès en termes de distance, un accès en termes de facilité d'action. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les juges, quand ils sont saisis en Outre-mer ou en France métropolitaine sur ces questions, vont du coup chercher des normes internationales et notamment sphère humanitaire pour définir s'il y a rupture d'accès ou non. D'accord. Est-ce que vous avez justement, puisque vous faites des plaidoyers et puisque vous travaillez sur ces sujets depuis 40 ans, donc c'est vrai qu'on voit émerger aujourd'hui un peu certains problèmes, notamment vous évoquez les problèmes des DOM, on n'en a pas peut-être assez parlé et on commence bien à en parler. Comment voyez-vous cette possibilité d'avoir plus de données ou plus d'accès aux données, justement pour ne pas être obligé de faire peut-être référence à la donnée onusienne? Je pense qu'il faut Est-ce que c'est intéressant ma question est peut-être, est-ce que pour vous, il y a un intérêt à comparer les données il faut appliquer une grille d'analyse qui est, à mon sens, qui devrait être la même et normée. Nous, on a effectivement ces grilles qu'on partage avec nos confrères qui travaillent sur les sujets et pour lesquels on est en capacité d'appliquer un diagnostic qui est très compliqué sur des territoires qui sont aussi vastes, aussi distants et des populations qui sont difficiles d'accès. Cela dit, on peut tout à fait... les autorités centrales et décentralisées peuvent appliquer la même grille d'analyse pour pouvoir permettre une remontée d'informations. Elle est possible.
je ne vois pas tellement de contraintes. C'est plus une question logistique de centralisation de ces données ou de remontée ou d'application de grilles d'analyse standardisées. La vraie question est que ces modes de collecte de données ne sont pas centralisés aujourd'hui dans un mécanisme tel qu'elle pourrait l'être, parce que beaucoup de ces données sont soit centralisées par les autorités sanitaires, d'un premier côté, ou sur des données plutôt désagrégées à un niveau ménage, telles que l'INSEE, de l'autre, sur, par exemple, les enquêtes sur le logement, sur lesquelles il pourrait y avoir des données qui pourraient être spécifiquement fléchées vers les questions d'accès à l'eau et d'assainissement. Très bien. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. OK. Donc, premièrement, absence de définition normative qui n'aide pas effectivement à cette remontée de données standardisées. C'est la première chose. La deuxième, c'est que pour tout ce qui est question de personnes en situation de non-raccordement, il y a une absence de répartition claire de la compétence en la matière, et toutes les personnes qui sont en dehors des schémas de distribution, et on l'a bien vu dans les reportages qui ont été montrés, celles-ci n'ont pas se débrouillent avec des systèmes D et comme ils peuvent pour cet approvisionnement en eau. Et il est très difficile de pointer des responsabilités en la matière, d'un point de vue droit, évidemment, j'entends. D'un point de vue responsabilité morale, c'est autre chose. Ce qu'on a pu constater à Mayotte, du coup, c'est déjà un engagement fort des acteurs locaux sur la question de l'accès à l'eau, bien que les besoins en eau ne soient pas les seuls besoins prioritaires pour la population mahoraise. Et ce qui choque premièrement à Mayotte, c'est finalement la multiplicité des besoins prioritaires, et qu'il est très difficile de prioriser l'un par rapport à l'autre, l'éducation par rapport à la santé, l'accès à l'eau par rapport à un logement digne, et j'en passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vraiment les acteurs, qui soient institutionnels, des autorités sanitaires ou bien associatifs, œuvrent comme ils peuvent à leur échelle, mais vu l'ampleur finalement quand même des besoins, et là si on cible spécifiquement la question de l'accès à l'eau, elle est très difficile à appréhender et à mettre en œuvre parce qu'elle concerne quand même les derniers chiffres qui avaient tenté d'avoir des données un peu chiffrées quantitatives, estimées à plus de 30% les personnes non raccordées. Moi, je dirais que c'est même supérieur à cette question, mais je n'ai pas fait d'études statistiques sur la question, c'est plus un ressenti. Et qui, finalement, sont tellement généralisées sur le territoire qu'il est très difficile de mettre en œuvre des dispositifs qui vont permettre de répondre à cela. On a vu les bornes fontaines monétiques qui sont assez représentées dans le reportage que vous avez montré. Elles concernent pourtant 6% des ménages, c'est-à-dire voilà, un petit sixième des personnes qui sont non raccordées. Donc, ce n'est pas non plus une solution qui est vraiment à mettre en avant, je pense. Ce qu'on constate, par contre, c'est beaucoup de systèmes D, de revente d'eau, comme on a vu donc des gens qui permettent de se brancher chez un tiers, avec un système de revente d'eau multiple, ce qui amène à la fin aux personnes la plus précaires, c'est-à-dire ceux qui se trouvent tout en haut des mangas et des bidonvilles, à payer l'eau pour un facteur de 1 pour 20 quasiment, et qui atteignent des volumes par rapport à leur budget des ménages qui sont proches du 20-25% sur un budget d'eau, ce qui est incroyable. Alors ça, c'est vraiment une petite minorité. Par contre, Aude Sturma avait bien démontré qu'il y avait une grande majorité. Elle pointait le doigt plutôt du 17% en moyenne du budget des ménages, ce qui est pharaonique par rapport notamment à nos lois qui plafonnent ça autour de 3%. Ce dont je voulais vous parler, je vous avais fait quelques petits exemples. Les tours d'eau sont aussi très fréquents à Mayotte en période de fin de saison sèche, mais pas que, parce que finalement la demande
en eau a explosé et que structurellement, aujourd'hui, les infrastructures n'arrivent pas à produire suffisamment pour répondre à la demande. Donc il y a une vraie pression, pas forcément sur la ressource, mais plutôt sur la capacité de production autour de ça, mais qui va s'accompagner effectivement d'infrastructures qui devront être mises en œuvre pour répondre à cela. Et puis, une problématique récente qui a émergé, dont je voulais vous parler, j'ai vu qu'elle n'avait pas été mentionnée dans le reportage, sur de la pollution localisée au manganèse, qui a demandé un certain traitement. Là, je ne vous parle que de Mayotte. Et puis, voilà, l'utilisation finalement du coup évidente de l'eau de surface, avec beaucoup de risques associés, de risques sanitaires pour les personnes, un taux de fièvre typhoïde qui dépasse tout autre territoire français et ultramarin. Pour Mayotte, des hépatites A, des gastro-entérites très fréquentes, et chez les enfants de moins de 5 ans, des épisodes de choléra qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années, d'accord, mais qui ne pourraient revenir. C'est pas, il y a pas de, enfin, je dirais même que tous les indicateurs sont là pour que des épidémies de ce type se reproduisent. Vu les contraintes d'accès à l'eau pour les publics les plus précaires, de très nombreuses maladies d'ordre dermatologique, avec des maladies parasitaires telles que la gale, et bien de la leptospirose, enfin des choses vraiment voilà, très compliquées qui sont très liées à une hygiène très restreinte, notamment par l'absence d'accès à l'eau courante qui réduit complètement les capacités de mise en œuvre de cette hygiène minimale. Et en période de Covid, je ne vais pas vous rappeler à quel point l'accès à l'eau et le lavage des mains a été martelé par notre gouvernement comme étant la solution pour restreindre les contaminations. Mais aussi vraiment toute cette question de dignité, finalement, de ces personnes qui se trouvent dans l'incapacité de fournir à elles-mêmes et à leur famille un minimum d'accès à l'eau et à une eau de qualité qui soit sûre pour la consommation humaine et pour tous les usages de la vie. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Non ?